Bonsoir, merci à vous de venir pour cette lecture de Double Change. Je veux tout de suite remercier l'équipe du Point éphémère qui nous accueille ici. Voilà, cette lecture Double Change a notamment pour prétexte la venue de Julian Espard à un séminaire de traduction collective au CIPM à Marseille, organisé par un bureau sur l'Atlantique, Juliette Valéry et Emmanuel Oka, dont je faisais partie, Claude Bondy et Abigail Lang également. Donc on a traduit un texte de Juliana pendant une semaine. Son livre le plus récent s'intitule The Connection of Everyone with Lungs, et elle a participé à, enfin fondé même on peut dire la revue Chain avec Jenna Osman, donc un projet vraiment riche de collaboration finalement. Et puis elle a fondé également le collectif éditorial Subpress. Elle a été traduite en français notamment par Juliette Valéry dans la collection format américain, et la traduction s'appelle En réponse, publiée en 2000. Voilà. I don't know if you want to say a few words about the text and sure. Or a few words or words. Or Thank you. Thanks to Vincent for being such a great host, and also to Double Change for existing. It's really great. Sorry for not speaking French. I apologize. And also for English. And we're going to read a poem called The Incinerator. And it talks a lot about this town called Chillicothe, which is where I'm from, in the southern Ohio. And it has a paper mill, which shows up in the poem. Et donc ce texte, on va lire un texte qui s'appelle L'incinérateur et qui parle beaucoup d'une ville, Chillicothe, qui est la ville dans laquelle Juliana est née. And I was talking to Jennifer Dick a few minutes ago, and there was a big discussion about gender in U.S. poetry. And like many discussions in U.S. poetry, it had a moment where everyone started talking about how they were working class. I felt like this was a very simplistic way of kind of shutting down complex discussions. And so I wanted to try and talk some about class, or about what that might mean. And so I tried to write something where I took a lot of different stories and put them together, and then many different forms, such as prose and alphabetical list and lyric and popular culture and literary criticism. Donc, elle parlait tout à l'heure, je parlais tout à l'heure avec Jen Dick à propos notamment de la question du gender, ce mot un peu intraduisible en français, qui est une question qui anime la poésie américaine actuellement. Et une autre question qui anime ou animait la poésie américaine, c'était la classe ouvrière. Donc souvent les poètes se disaient ou tentaient de se dire de la classe ouvrière, et Juliana pensait que c'était une façon simpliste de voir les choses. Elle a voulu tenter d'explorer les choses de manière plus compliquée. Et c'est pour cela que dans son texte, elle a mêlé diverses histoires, diverses formes, diverses données également. And the only other thing is I talk some about the poet Hannah Wiener, and you might know her. She is a poet. She was a poet associated with language poetry, and she saw words on people's heads. And I talk about a poem that was published after her death. That's in a book that Patrick Durgan recently published of her selected works. Donc je parle beaucoup dans ce texte de Hannah Wiener, qui est une poète que vous connaissez peut-être. C'est une poète qui était associée au mouvement Language et qui voyait les mots sur les visages des gens. Donc je parle d'un texte qui a été republié récemment par Patrick Durgan. Et on parle aussi dans ce texte de Radcliffe, université qui était au départ une université pour femmes. L'incinérateur. 1. Nous sommes à l'incinérateur derrière la maison. C'est un cube de parpaing de 4 pieds de côté, haut d'environ 3 pieds. Je viens d'y vider nos ordures et d'y mettre le feu. À présent, nous sommes assis sur le bord, à l'écart de la fumée, craquant des allumettes sur les parpaings.
Quand elles s'enflamment, nous les tenons entre nos doigts jusqu'à nous brûler. Jusqu'à nous brûler. Et là, nous les jetons dans l'incinérateur. Je laisse tomber une allumette sur ma jambe, simulant une brûlure pour m'abandonner à Chillicothe. Chillicothe s'abandonne à son tour. Maintenant, nous sommes face à face. Face à face, comme si c'était notre attitude. Je commence à déboutonner la chemise de Chillicothe. Elle est difficile à déboutonner parce qu'elle a plein de petits boutons blancs et je dois tâtonner. Chillicothe semble ailleurs. J'écarte les pans de la chemise, découvrant les routes qui traversent collines et vallées le long de la ligne entre zones glaciaires et zones non glaciaires, et je baisse les yeux sur Chillicothe en souriant, n'arrivant pas à croire que je suis vraiment sur le point de le faire. N'arrivant pas à croire que je suis vraiment sur le point de faire ce dont j'ai rêvé tant de fois, et là Chillicothe dit « C'est ma première fois ». Je ris, je dis « Tu plaisantes ?» Chillicothe murmure « Je regrette ». Je baisse les yeux sur Chillicothe, mon sourire s'efface. Je m'émerveille devant le paysage plat qui se prolonge en colline. Paysage plat qui se prolonge en colline. Chillicothe s'étend sous moi, mal à l'aise et vulnérable. Ce n'est pas la créature mythique charnelle de mes fantasmes, c'est un enfant anxieux. Chillicothe dit « Je veux toujours le faire. Je pensais simplement que je devais te dire, au cas où tu te demanderais pourquoi ce n'est pas mieux. Pourquoi ce n'est pas mieux ? Et pourtant, en passant le Scioto, le grand Scioto, l'immense Scioto, jolie rivière, mais aussi une parmi tant d'autres, et pourtant celle qui a sculpté la vallée, cette vallée exceptionnellement large. Cette vallée exceptionnellement large, quand je baise avec Chillicothe dans le potager derrière la maison. Personne ne peut nous voir parce que nous sommes allongés entre les rangs de maïs. Je suis sur Chillicothe et je chevauche la poitrine de Chillicothe. Mes seins sont dans la figure de Chillicothe et Chillicothe les tient dans ses mains. Et Chillicothe les tient dans ses mains, parmi les alluvions et les collines qui s'étendent au sud, au-delà des terres agricoles et leurs rectangles ordonnés quand je me penche et colle ma langue dans la bouche de Chillicothe. J'embrasse Chillicothe, relève les mains de Chillicothe, maintiens les bras de Chillicothe au-dessus de la tête de Chillicothe. Alors, mes hanches sont au-dessus de la figure de Chillicothe. Hanches au-dessus de la figure de Chillicothe, remuant doucement, aussi doucement. Puis, à la sortie de la vallée, après le mont Pisgah et le Swigenhob, les sentiers de la chasse, les sentiers de la guerre, j'abaisse mes hanches sur la figure de Chillicothe, puis plus bas sur la poitrine, le nombril, puis mes mains sont à l'intérieur. Mes mains sont à l'intérieur, vont au sud vers Portsmouth, vers la rivière, puis au sud vers Ashland. Et la tête de Chillicothe s'arque en arrière, gorge blanche quand je marque aussi en arrière, hanches soudées, sein haut. Hanches soudées, sein haut. Et quelque part en route, les collines rencontrent calmement le ciel, et l'air devient si lourd, ce que souvent on appelle bleu. 2. 1969, 17.8% poverty in Appalachia. 1979, 14.1%, and not really rooted in economics. And sometimes when people came by the radio station, she would curse at them and tell them that my father was a son of a bitch. And the apartment buildings to the right of our house. And then the map was the world. Appalachia had 40 jobs for 100 people in 1969. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them, the nuances around race in the contemporary U.S. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. She was probably saying something about how she did not see her life in the static and unhappy way working-class lives were presented in books and movies. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. Shame about being working class transformed into claims of authenticity from her generation to my generation. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. Class has something relational about it, making its discussion in the U.S., one of the wealthiest countries in the world, especially fraught. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. The hours I spent drinking beers with the baggers in grocery store parking lots. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. The intense humidity and haze of summer that defines the region with its own beauty. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. The feeling of obligation to fuck the men who worked at the paper mill because they worked at the paper mill.
As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. The alphabetical list as a device that falsely suggests there might be a place for everything. But if I pulled the shade, I was worried that my father might get fired. He did a 4 a.m. shift on the air, and then once that was done at 10 a.m., he would sell advertisements until evening. Huge piles of wood chips. I also knew she was upper class because she could look out from the window in her house and see into the radio station through its bathroom window. I'm wondering what calling myself working class covers over. I assume people who identified themselves as other races live there also, but I don't know the names of those races, because at the time I only saw black and white. I had grown up by defining class as being about the sort of housing one had in relation to one's neighbors. I meant to tell a story of privilege. I remember loud machines. I started working at the radio station when I was 16. I was not by any means the only one. I was worried that the boss might look at me in the bathroom. If someone closed the bathroom door, she would get on the phone and call over and tell them to open it. In 1960, the region had 6.8% unemployment, and the nation had 5%. In 1969, per capita income was 78% of the rest of the nation's. It was illegal at the time to rent only to white people without children. It was owned by his boss and was a short walk from the radio station where he worked. My parents had lived there when they first moved to Chillicothe. Not only did she live in a house, but she lived in a fancy house. On school trips, we went each year to visit the paper mill. Population only grew 1% that decade, while the nation grew 20%. Right after my birthday. She also owned the house we lived in, some big and dusty, some smelling like fermentation. The 1964 report noted that Appalachia lost 2 million people due to migration between 1950 and 1960. The 1970 census revealed that 18% had incomes below the official poverty level. The 1970s were a pivotal decade because the region relied heavily on coal mining, and the OPEC oil embargo caused there to be a global increase in the price of coal. The anxiety in her voice when the car needed repair. The buildings to the left were also owned by my father's boss, and she only rented to white people without children. The buildings to the right were rented to black and white people with and without children. The computer had 3 wheels, and the wheels held cartridges that had the local advertisements and weather and news on them. The corporation, we called it Quig, after the manager who represented it, fired Cherokee Maiden and the Secret Squirrel and replaced them with a computer. The house was located between 2 sets of apartment buildings. The map was the neighborhood. The upper-class boss was gone and replaced by a corporation. The upper-class boss would fire my father all the time, but it never stuck. The visits started with trips to the factory floor. The war on poverty was declared for Appalachia in 1964. There was 1 in 3 in poverty. There was the idea that a rising tide lifts all boats. There were other signs of our being middle class, or so I was told. This was the sort of thing that upper-class people did. We bought our food without food stamps, and we talked about how we did this a lot as a point of pride and distinction. We lived in a country that was rich, and the government had given the place where we lived a lot of aid starting in 1964 to pull it out of poverty. We worried a lot about my father getting fired. What calling myself middle class covers over. What I remember most about these factory tours were the piles of materials, what it opens up. When I was growing up, the owner of the radio station was upper class. When I went to the radio station, I was too nervous to go to the bathroom. 3. Enfant, j'essayais de comprendre ma mère quand elle disait que nous étions de la classe moyenne. Et pourquoi elle disait cela, puisque aux États-Unis, en termes économiques, d'éducation et d'accès à la culture, nous étions de la classe ouvrière. Quand des années après, je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu que nous étions de la classe moyenne, parce que nous habitions une maison entre 2 immeubles. J'essayais de réfléchir à ce qu'il y avait de vrai dans ce qu'elle disait. La maison en question appartenait à la patronne de mon père. Elle était construite en parpaing et comprenait 4 pièces et une salle de bain, une cuisine et un séjour devant, 2 chambres à l'arrière. Il y avait aussi un auvent pour la voiture et une allée de gravier menant à l'auvent. Il y avait du linoléum au sol. Il y avait 2 fenêtres panoramiques, l'une donnant sur l'auvent et l'autre sur les appartements voisins. La maison était agréable. Ses principaux inconvénients étaient les infiltrations et l'humidité, de sorte que les objets dans la maison avaient tendance à se couvrir de moisissures vertes si on les laissait par terre. Quand ma mère disait que nous étions de la classe moyenne, elle parlait moins de la maison elle-même que de sa situation dans le quartier et en même temps sa situation sur le globe. J'essayais de réfléchir à ce qu'il y avait de vrai dans ce qu'elle disait. J'essayais de réfléchir au rôle du gouvernement des États-Unis dans l'abaissement des barrières douanières imposées à de nombreux pays. J'essayais de réfléchir aux accords du GATT. J'essayais de réfléchir aux femmes qui empaquettent des crèmes glacées dans la bande de Gaza. J'essayais de réfléchir à l'Organisation mondiale du commerce,
J'essayais de réfléchir aux femmes qui cousent des vêtements au Libéria. J'essayais de réfléchir à l'accord de libre-échange nord-américain. J'essayais de réfléchir aux femmes qui décortiquent des crevettes au Honduras. J'essayais de réfléchir aux accords de libre-échange entre la République dominicaine et l'Amérique centrale. J'essayais de réfléchir aux femmes qui cultivent le manioc en Zambie. J'essayais de réfléchir à un certain nombre d'accords bilatéraux. J'essayais de réfléchir aux femmes qui, en Sierra Leone, tamisent le gravier laissé par les chercheurs de diamants dans l'espoir de trouver de l'or. J'essayais de réfléchir au poème de Anna Wiener, femme de Radcliffe et du Guatemala. Wiener garde un œil sur elle-même, un œil sur son entourage et un œil sur un autre pays quand elle juxtapose des affirmations au sujet des femmes de Radcliffe et des femmes du Guatemala. On ne sait pas quand Wiener a écrit « Femmes de Radcliffe et de Guatemala », mais elle l'a probablement écrit dans les années 80. Peut-être avait-elle en tête le début des années 80 au Guatemala, quand la police a brûlé vives 39 personnes qui occupaient ou étaient otages de ceux qui occupaient l'ambassade d'Espagne. Peut-être avait-elle en tête le pic d'intensité des massacres gouvernementaux atteints en 1982, une estimation d'au moins 18 000 meurtres d'État pour cette seule année. Peut-être avait-elle en tête la politique de la terre brûlée qui, en plus d'avoir tué des centaines de milliers de personnes, en a déplacé près d'1 million. Peut-être avait-elle en tête la fin de cette décennie avec l'enlèvement par le gouvernement puis la disparition d'un certain nombre de leaders étudiants en août et septembre 1989. Peut-être avait-elle en tête que le gouvernement du Guatemala a fait tout ça avec le soutien du gouvernement des États-Unis. Peut-être avait-elle en tête le financement par le gouvernement des États-Unis des forces de sécurité du gouvernement guatémaltèque à partir des années 60 et le maintien de liens étroits entre les deux gouvernements jusque dans les années 80. Femme de Radcliffe et de Guatemala n'est probablement fait que de langage prélevé, mais je n'en suis pas certaine. Les phrases qui, à l'évidence, concernent les femmes de Radcliffe sonnent comme si elles étaient tirées d'un bulletin d'anciennes étudiantes. Certaines des phrases qui, à l'évidence, concernent les femmes du Guatemala sont tirées de La Patria del Criollo de Severo Martínez Peláez, livre non encore traduit en anglais. D'autres semblent tirées d'un quelconque rapport sur les droits de l'homme. Le poème de Wiener est plein de juxtapositions, de fragments et d'absence de référence, comme pour suggérer qu'il n'est pas facile de parler de cette relation entre les femmes de Radcliffe et les femmes du Guatemala. Elle évite la posture du témoin informé mais non impliqué, le cliché du poète-prophète. Et comme Wiener était diplômée de Radcliffe, le poème suggère aussi qu'elle a pu être impliquée sans être engagée. Mais en même temps, même si les catégories femmes de Radcliffe et femmes du Guatemala ne sont pas équivalentes, un groupe de femmes d'une université dans un cas et un groupe de femmes de même nationalité dans l'autre, le poème suggère aussi qu'il existe une relation complexe entre ces deux catégories. Cette relation sous-tend la pluralité des points de vue de femmes de Radcliffe et du Guatemala. Femmes de Radcliffe et du Guatemala me met profondément mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise que les femmes de Radcliffe et des femmes du Guatemala soient opposées d'emblée, les unes étant privilégiées et les autres pas. En même temps, ça me met mal à l'aise que les femmes de Radcliffe et les femmes du Guatemala soient réunies dans une espèce particulière d'opposition, réunies par le sexe, réunies par les liens qu'entretiennent leurs gouvernements entre eux et par le lien qu'elles entretiennent avec leur gouvernement. Ça me met mal à l'aise que Wiener traite les deux catégories de femmes de manière plus ou moins identique. Ni les femmes de Radcliffe, ni les femmes du Guatemala n'ont la moindre profondeur. Même si certains noms sont mentionnés dans le texte, ils ne représentent pas vraiment des individus dans le poème. Et on ne sait pas toujours clairement quelle phrase concerne les femmes du Guatemala et quelle phrase concerne les femmes de Radcliffe. Ça me met mal à l'aise qu'en l'absence d'attribution claire, je ne puisse m'empêcher de chercher à deviner si c'est une femme de Radcliffe ou du Guatemala qui devait élever seule ses 5 enfants. Mais à l'instant où je devine, je dois reprendre et m'interroger sur la relation entre intuition, cliché et présupposé culturel. Ça me met mal à l'aise que Wiener inclut tant d'assertions qui pourraient être à la fois vraies des femmes de Radcliffe et du Guatemala, telles qu'elles perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes, comme si ces salaires inférieurs étaient comparables.
Tout en réfléchissant à l'affirmation de ma mère selon laquelle nous étions de la classe moyenne, tout en réfléchissant à Femmes de Radcliffe et du Guatemala, tout en réfléchissant à l'emploi des femmes dans les pays où les pourcentages de femmes pauvres est le plus élevé, tout en réfléchissant à l'impact négatif qu'a eu la manipulation des tarifs douaniers par le gouvernement des États-Unis sur les femmes de nombreux pays, tout en réfléchissant au fait que la mondialisation de l'économie peut en même temps favoriser certaines femmes et en défavoriser d'autres, je cherchais quelle sorte de vision permettrait de garder un œil sur son entourage et un œil sur la nation et encore un autre œil sur le monde. Autrement dit, j'essayais de réfléchir. Je voulais écrire quelque chose sur Chillicothe. Je suis de Chillicothe. Dans ma famille, j'étais la chillicotienne. Mes parents venaient d'ailleurs. Et cependant, je ne suis plus vraiment une chillicotienne et cela me paraît évident quand je retourne là-bas. Si bien que ma pensée suivante a été « Oh, peut-être suis-je enfant de Chillicothe ?» J'ai cherché à comprendre ce que ça pouvait bien signifier. J'ai essayé d'écrire quelque chose sur le fait d'être l'enfant d'une certaine époque, d'une certaine classe, la classe ouvrière, et ensuite une adulte d'une époque différente, d'une classe différente, la classe moyenne. J'essayais de me faire pousser d'autres yeux. Je voulais écrire quelque chose sur Chillicothe, même si mon histoire n'est pas l'histoire de Chillicothe, même si Chillicothe et moi avons bénéficié tous les deux de l'aide économique que Lyndon B. Johnson avait allouée aux Appalaches en 1964 dans le cadre de sa guerre contre la pauvreté. Même si je bénéficie de cette aide et que je quitte la ville et que je profite de la mondialisation de bien des façons, même si je continue à en profiter aujourd'hui, même si les fortunes de Chillicothe ont fondu quelques années après les accords de libre-échange nord-américains quand les industries se sont déplacées vers le sud. Chaque matin, essayant de développer un regard multiple, je m'asseyais à mon bureau, entrais en transe et écrivais tout ce qui venait. J'ai quitté Chillicothe plus ou moins pour de bon à l'âge de 21 ans. Aussi ai-je beaucoup de souvenirs d'enfance, agréables pour la plupart. J'ai conservé ces fétiches dans un dossier, et lorsque j'en ai eu assez de les accumuler, j'ai essayé de reconstruire la ville de l'extérieur à partir de statistiques, et j'ai agencé tous ces morceaux de Chillicothe en différentes configurations pour essayer de voir quel endroit ces différentes configurations produisaient. 4. When I went to college, this house where I grew up became lower middle class. We never talked about class at college. We didn't talk about class in graduate school either. Unemployment for Appalachia fluctuated over the period, with the unemployment rate in 2000 at 5.7%, higher than the 1970 rate of 4%. 3-to-1 gap in incomes between the richest and poorest countries in 1820. 35-to-1 gap in 1950. They worried me. Then it continued with a teaching assistant line in graduate school. Then I realized something about education and class mobility. Then I kept this definition but moved from block to nation. Then I did as told and got a scholarship. Then I also began to think about how I lived in one of the richest countries in the world. The per capita income of Chillicothe was $19,101 in 2000. That one could say one was Appalachian and more or less mean that one was lower class. So I was able to deduce then that I was not middle class. So at the same moment that a book told me I could think of myself as marginal or at risk or disadvantaged, I also realized that I was reading a book that I had access to because I was no longer Appalachian, because this book was not sold in my town. 72-to-1 gap in incomes between the richest and poorest countries in 1992. Once I did this, I realized I lived in Appalachia. No one told me this. Most of my fellow PhDs had to quit looking for academic work after an unsuccessful first year and get other sorts of jobs, and the jobs they got didn't give them time necessary to look for academic work. Mine began with a scholarship. In each category, it lagged the nation by more than 30 percentage points. In 1999, 13.7% people in poverty in Appalachia. In 1989, 15.4% people in poverty. I was able to go to graduate school because the university wanted some cheap labor. I thought I was getting something for free from the university, but really they were giving me a minimum wage job and calling it a mentorship and a scholarship. I should have figured it out then. I do remember my high school guidance counselor telling me to apply to rich private schools because these schools were interested in diversity and would give Appalachian scholarship. She was talking about how white women were beneficiaries of affirmative action, although she didn't say it that way. I attended graduate school with a number of others from working classes. 41-to-1 gap in incomes between the richest and poorest countries in 1973. For if we were middle class on the block and working class in the nation, we were upper class in the world. Or in other words, the terms were so relationally slippery they were hard to define.
11 to 1 gap in 1913. Can you see where I started to get stuck? By 1992, per capita income for Appalachia had reached 83%. But the whole time I was growing up, no one told me I was Appalachian. But no, it took me buying a book on Appalachia and looking at the little map in the book to realize that Appalachia included the southern part of Ohio, where I was from. Between 1992 and today, my salary doubles. Between 1989 and 1992, my salary quadruples. Between 1970 and 2000, the poverty rate in Appalachia dropped from 17.8% to 13.7%. Before graduate school, it had been a home. At that moment, I began to think that maybe my mother was underestimating when she kept insisting we were middle class. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. Wanting to talk about class, I kept talking only about gender. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. When I sat down to write this piece, I began by writing about myself using a series of statements that I stole from working class memoirs by U.S. women, and then memoirs by women from the global South. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. The categories were not equal: working class U.S. women, and then just any women from the global South, as if these categories had any relationship between them. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. Education's complicated relationship to class. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. Alternative ways of living one's life, the alternative ways of seeing things that can in moments be induced by drug use that was such a part of Wiener. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. The difficulty of categorizing Wiener, Radcliffe graduate, then lingerie model, then tuned in and dropped out language poet who sees words on people's heads. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. Wiener's Radcliffe in Guatemalan Women was not published in her lifetime, and might only exist because shortly after her death, Drew Gardner and Andy Levy saw a man on the street selling some of her books, and paid the man to show them where he had dumpster dived for them, and there they found a trash bag full of manuscripts. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. The participation by elite U.S. universities and U.S. foreign policy. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. It makes me nervous to put sentences about myself next to sentences about women from other places than it would to put sentences about myself next to sentences that are about men and women from other places. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. In terms of unemployment, the numbers for Appalachia today more closely resemble those of the rest of the nation, but at the same time are still not that different from the numbers that so defined the region in 1964 when it was exemplary of poverty. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. My current income puts me in one of the top income percentiles of the world, yet I continue to think of myself as broke. As I write this, other stories keep popping up, and I keep abandoning them. I wanted to end this piece with a group sex scene where all the participants were place names, but the minute I attempted to do this, I got bogged down in questions of which places would penetrate and which places would be penetrated. 5. Épilogue. Voici les routes que nous prenons. Les routes que nous prenons pour passer, collines et vallées, sur la ligne. La ligne qui sépare les zones glaciaires des zones non glaciaires, nous émerveillons. Nous émerveillons du paysage plat qui se prolonge en colline. Passant le Scioto, le grand Scioto, l'immense Scioto, jolie rivière, mais aussi une parmi tant d'autres. Une parmi tant d'autres, et pourtant, celle qui a sculpté la vallée. Sculpté cette vallée, exceptionnellement large. Exceptionnellement large, elle a laissé des alluvions entre les collines qui s'étendent au sud. S'étendent au sud, au-delà des terres agricoles et leurs rectangles ordonnés. Et à la sortie de la vallée, après le mont Pisgah et le Swigenobe, les sentiers de la chasse, les sentiers de la guerre, au sud vers Portsmouth, vers la rivière, au sud vers Ashland, quelque part en route. Les collines rencontrent le ciel, rencontrent calmement le ciel. L'air devient lourd. C'est ce que souvent on appelle bleu. Souvent on appelle bleu. Tout est là. Le grès noir, les plateaux découpés, érodés et rugueux, des strates de calcaire, de grès, de schiste argileux, de sédiments de charbon,
des ruisseaux qui partent dans toutes les directions, La route, presque indéterminée, des sorties à intervalles réguliers flotte au-dessus du désir que je veux, le désir que je veux pour épilogue, car dans mon cœur des graines d'infini amour, encore et aussi malgré. 5. Epilogue. These are the roads we take through hilltops and hollows, standing at the line that distinguishes the glaciated from the unglaciated, marveling at the flatness giving way to rolling hills. Over the Scioto, the big Scioto, the great Scioto, a fine river, and yet also one among many, and yet still the one that carved this valley, exceptionally wide as it left floodplain soils amid the hills that extend south, past the farmlands with their ordered squares, and out of the valley, past Mount Pisgah and Swigger Knob, the wild game trails, the war trails, south to Portsmouth, to the river, south to Ashland. Somewhere along the way, the hills meet the sky evenly, the air gets heavy. It is often called blue, it is all there. The black sandstone, the dissected plateaus, eroded and rough layers of limestone, sandstone, shale, and coal sediment. Streams going off in all directions. The road, almost cultureless, exit at even intervals, floats above the desire I want as epilogue, for in my heart seeds of an ending love still and also despite.